C'est une moi, interprétation. totalement d'accord. Moi, je suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord. Ah, moi si, je suis d'accord. Bonsoir. Oui, je pensais aussi à l'extrait, enfin, au passage dans lequel elle prend son bébé dans les bras. C'est pas son bébé. Non, mais non, le bébé de voilà. son ami. Oui. Et je crois qu'il y a aussi une prise de conscience. On la voit. Je pense qu'elle pense aussi au futur de cet enfant, peut-être par rapport au nucléaire, à la technologie, au danger. À ce qui vient, bien sûr. Menace, bien sûr. Je ne sais pas à quoi elle pense. Moi, pour moi, je garde avec elle un rapport j'ai pas envie de savoir tout ce qu'elle pense, en fait. Je l'ai écoutée. J'ai essayé de travailler avec Camille comme ça, même d'écouter les intuitions de Camille sur des moments. Il y a des moments d'improvisation comme ça. Je me disais, tiens, elle va faire ça. Et en fait, pour moi, c'est là où le film, il est vraiment... il a l'image de son héroïne. C'est-à-dire que l'héroïne fait l'histoire, et en même temps, je pense que la sensibilité de cette héroïne a fait le film et donne vie au film, et donne vie même aux propos du film, et aussi à ces zones d'ombre et de mystère. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que dans ce film, c'est quand même une critique assez forte du nucléaire. Et je trouve que pour le problème du climat, je pense qu'il y a tellement de choses différentes qu'on peut soulever. Parce que si on se dit, ah bah tiens, prenons photovoltaïque, l'éolien et tout ça, je pense que ça ferait encore plein de dégâts sur toutes les parcelles qu'on devrait garder pour soit la forêt, soit l'agriculture. Donc je trouve que c'est un peu... on attaque le nucléaire pour dire attention, le climat est en train de changer, et c'est cette partie qui me dérange. Alors je ne sais pas tellement articulé comme ça. C'est pas le nucléaire qui vient attaquer le climat. Je crois que c'est pas vraiment dit dans le film comme ça. Mais c'est la notion plutôt de prévoir, de s'engager, de s'engager sur un temps long, de maintenir un état de puissance. Si vous voulez, l'interrogation sur le nucléaire, il n'est pas sur ce film. Il faudrait faire le film entier sur le développement nucléaire et l'état du nucléaire aujourd'hui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur des ingénieurs qui sont dans un sentiment de maîtrise, dans un monde qui ne l'est plus. Voilà. Et sans me poser la question, comment on va faire avec l'énergie de demain. Mais c'est plutôt ça et d'ailleurs, d'une certaine manière, la vraie révolution, la vraie catastrophe, elle est au sein du couple, en fait. Elle est dans l'incompréhension, l'écart qui s'affirme, parce que les deux n'arrivent plus du tout à communiquer, n'arrivent plus à penser ensemble, n'arrivent plus à être sur la même temporalité. Et si vous voulez, et je crois que on vit dans un moment où on est inquiet du monde, on est inquiet de nous-mêmes, on est inquiet du monde, et on est vraiment là, au plus de semaine en semaine, ça devient... la pression est forte, mais je crois qu'il ne faut pas perdre le contact, en fait, avec le monde. Et que, par exemple, quand on est allé sur le glacier, c'était très étonnant parce que on voyait un monde qui était en train de finir et un autre qui était en train de naître. Et c'est des mondes, il n'y a pas de souci. C'est pas si vous voulez, je ne pense pas que évidemment qu'il y a des choses qui semblaient très fortes, très solides, comme l'histoire de ces maisons sur les couches argileuses. Hein. Je crois qu'il y a 10 millions d'habitations potentiellement en danger, quoi. Parce que le sol
se contractent et créent et fissurent, etc. Et les compagnies d'assurance, d'ailleurs, les compagnies d'assurance, avec certains industriels, c'est ceux qui se tiennent le plus au courant et qui consultent le plus les climatologues. David a été consulté plein de fois, a fait des rapports pour les compagnies d'assurance, pour essayer parce que nous, on est engagés dans une société qui s'affirme dans une temporalité de génération à 2-3 générations. C'est-à-dire que la décision sur les centrales, elle est en 2030, maintenant c'est en 2040, et ça nous emmène à la fin du siècle. Et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, parce que franchement je ne sais pas, et parce que c'est des décisions avec des enjeux et quand même d'une grande complexité. Mais c'est quand même quelque chose qui nous engage et qui fait que peut-être il faut... moi, le Claire, même si elle paraît finalement très décidée, très résolue, etc., mais moi, j'y vois beaucoup plus de fragilité, en fait, dans son chemin. Et même, à un moment donné, ça vacille, et à force d'évoquer la catastrophe, on dit qu'elle va peut-être venir. Et en fait, non, c'était important pour moi de la laisser un endroit où il y avait une nouvelle vie qui surgissait. Et cette nouvelle vie, en plus, elle est directement liée à l'évolution du climat. En fait, si je peux rajouter quelque chose à votre question, madame, c'est pas... Enfin, moi, ce que j'ai aimé dans le fait d'accompagner Pierre dans sa proposition, en fait, de cinéma, c'est pas un film qui veut dire on est anti-nucléaire et il faut se reposer des questions d'énergie alternative, etc. Enfin, remettre le débat sur la table, c'est pas tellement ça. Ce qui m'a intéressé dans la proposition et dans la démarche, c'est de faire une photo. De dire, arrêtons-nous 2 secondes, faisons une photo juste, et en plus prise par quelqu'un de l'intérieur qui se pose des questions. En fait, on ne peut pas la taxer de courte vue ou de quelqu'un qui va schématiser ou qui va voir les choses un peu de manière caricaturale. Elle est dedans. Et son métier, c'est de bosser sur les risques du nucléaire. Donc elle modélise tous les risques. Et c'est ça son boulot. Et c'est de l'intérieur qu'elle va poser en fait quelques photos, quelques questions qui vont nous parler à nous sur le fait de miser sur 200 ans, de miser sur des choses, de considérer que comme c'est une énergie propre, ben ça, n'en parlons plus, c'est réglé, arrêtons de débattre, le charbon, ça nous tue, donc là c'est quand même mieux. Et non, en fait, il faut juste regarder. Et moi j'ai beaucoup aimé la manière dont par le couple, par cette petite crise, par ce truc qui s'immisce entre eux, par le fait qu'elle a un coup d'avance sur lui, ben, ça permet de regarder et de se poser quelques questions. Voilà, c'est pas un point levé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est pas un pamphlet en fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas facile à regarder, la musique et toute cette artificialisation que vous avez superbement exprimée, et avec la musique aussi. Et vous avez employé le mot maîtrise, et effectivement, elle est à l'intérieur, et tout ça, ça a l'air, même le couple, tout est extrêmement huilé, ça roule, ils sont sur la même cadence, dans le même rythme, et ils avancent sur le même projet. Et il y a comme un récit presque d'auto-hypnose, tellement tout ça c'est envoyé. Et on dirait qu'effectivement, à un moment donné, grâce à cette peinture, grâce à ces peintures, c'est comme si elle était pénétrée d'un nouveau langage, comme si elle retrouvait quelque chose de perdu. Et ce quelque chose de perdu est tellement évident. Et donc elle ne s'est pas posé de questions, ça lui a sauté dedans comme ça. Et ça la reconnecte à quelque chose qui l'anime, au-delà d'elle-même, elle ne sait même pas ce que c'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, effectivement, le matin, elle ne sait pas ce qu'elle va faire le soir. Elle n'a pas besoin de le savoir parce qu'elle, quelque part, même quand elle se balade, on sent qu'elle pose des questions et les réponses vont venir à elle. Enfin, je ne sais pas comment dire, des trucs comme ça. Et voilà, ça s'appelle une prise de conscience.
changement, un pas de côté, moi j'appelle ça un pas de côté. Mais c'est très beau ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis, c'est pas très connu, je suis kinésiologue. D'accord. Merci. Merci d'avoir mis ces mots. Notamment sauter dedans, je trouve ça magnifique. J'avais jamais entendu cette expression et elle est super. Je vais la reprendre. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, c'est pas seulement un œil qui voit, c'est une âme qui regarde. Et à la fin, en fait, ce mot d'humilité, c'est comme si, en fait, il fallait qu'elle comprenait qu'elle était une mère pour la terre. Bien. Très bien. C'est un peu lent l'allumage, mais finalement. Merci. Bonsoir. Merci pour ce film. Vous notiez tout à l'heure dans votre discours une fragilité peut-être de Claire et son envie de toucher. Il y a un moment très court dans le film, mais qui interpelle de par la lumière, c'est le moment de la blessure, où en fait elle va mettre de la matière, elle met cette couche de gras, elle enlève la toile et elle met cette couche de gras comme une touche picturale en fait. Et on note avec la bougie un côté très clair-obscur qu'on peut retrouver aussi. J'ai trouvé voilà, l'analogie très belle dans ce moment un peu peut-être court du film, très court, mais important. Et après, dans ce monde d'ingénieurs, c'est peut-être plus polémique, mais est-ce que c'est elle le signe noir au milieu de ce monde d'ingénieurs? Le signe noir, il n'est pas, c'est pas la catastrophe. Le signe noir, c'est ce qui nous amène, ce qui amène les ingénieurs à repenser leur modèle et à le réactualiser. En fait, si vous voulez, c'est ce qu'ils expliquent avec Lytton. C'est-à-dire, Lytton, jamais il y avait eu ce phénomène météorologique à cet endroit. Donc pour eux, il était hors modèle, mais il survient. Et à partir du moment où il survient, il l'étudie comme des fous pour essayer de réactualiser les modèles, en fait, et donc les faire évoluer. Donc c'est pas alien, hein, en fait, si vous voulez. C'est l'image qui est plus juste, qui est moins parce que c'est marrant, Black Swan, il y a plein de chansons avec Black Swan. Vous verrez, c'est David Bowie, Radiohead et tout, il y a plein de chansons avec Black Swan, c'est l'expression. Mais le dé qu'on croyait à 6 faces, mais qui en fait en a une 7e, peut-être une 8e, etc., ça c'est assez parlant de notre état de relation au monde, quoi. Vous voyez, quand je suis rentré le 13 août de vacances et que tout d'un coup il y avait sur les news un banc de méduses a arrêté 4 réacteurs à Gravelines dans le nord, moi j'ai trouvé ça mais tellement beau. Sans doute les êtres vivants les plus anciens, les méduses, voilà, pas que ça pique, mais qui viennent arrêter les centrales, j'ai trouvé ça. Et c'est pas, je dis pas ça pour être anti-nucléaire, parce que je ne le suis pas, je me pose des questions, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et là, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu quand même qu'ils pompent l'eau dans la mer et qu'il peut avoir... Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de méduses. Il n'y avait pas autant. Il n'y avait pas cette concentration. Et donc, hop, voilà. Et comme les centrales au bord de Loire, on sait qu'on va avoir un problème d'étayage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez, et on risque d'avoir sur des périodes de sécheresse très fortes. Et les inondations, c'est un autre phénomène, parce que l'inondation, ça réalimente pas les nappes, ça va trop vite. Enfin voilà, donc, mais du coup, le film, effectivement, si on le prend comme un acte d'accusation, d'anxiété, moi j'y vois plus une manière d'être plus au contact des choses. Et d'ailleurs, le film sur la lumière, et même la VR, parce que, je vais pas faire mais on voit bien qu'on passe de
univers de VR au lac, en fait, à la fin. C'est la même lieu, mais elle a passé, en fait, elle a passé la dimension. Il y a un côté de passer comme ça des états, des choses. Elle a ouais, voilà. Quand c'est tout rouge. Et alors c'est marrant, c'était cette scène, parce qu'au début elle était écrite en Islande et puis on n'avait pas assez d'argent. Et il fallait trouver une autre promenade, et j'ai eu cette idée la promenade au bord par les casques. Bonsoir. Bonsoir, alors, merci beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé le film, mais d'une façon qui m'a surpris, parce que je m'attendais à un thriller un peu fantastique avec cette disparition. Je me suis dit, elle va être enlevée, enfin je sais pas. Il y avait eu quelque chose, et puis elle revient, je me dis, non, mais en fait, il y a un changement d'identité, et puis effectivement, mais ça verse vers cette espèce de fantastique un peu existentiel plutôt. Et donc moi, première question, c'est comment est-ce que vous avez réussi, notamment dans les couleurs, à mélanger toutes ces images très différentes les unes des autres, très froides, voilà, et la nature, la ville, l'image de réalité virtuelle, les dessins sur les tableaux, enfin bon, des choses comme ça. Et puis, deuxième question sur la référence à Kubrick, puisqu'il est mentionné le film d'Eyes Wide Shut. Oui. Moi, ça m'a fait penser surtout dans la deuxième partie du film à 2001, et avec ce personnage qui, à un moment donné, s'éloigne de tout pour revenir à quelque chose et se métamorphoser. Et donc, quand elle met fin aux souffrances du compteur électrique, moi j'ai pensé au moment où il tue l'ordinateur. Oui. Et pourtant, on n'a pas mis le nouveau compteur. Hein. Écoutez, merci pour ces réactions, questions qui sont super. Les couleurs, en fait, c'est venu par univers. Et c'est vrai qu'il y a... En fait, pour moi, c'était important qu'il y ait à chaque fois qu'on évolue, qu'on fasse comme un voyage avec plusieurs haltes comme ça. Et chaque endroit est travaillé dans une espèce de spécificité de l'endroit. La nuit, on ouvre dans la nuit avec ce chantier de loin. Après, il y a l'univers du musée. En fait, c'est des univers qui, les uns après les autres, et toute ce qui n'était pas facile, c'était toutes les transitions d'univers, en fait. Et j'ai un super chef-op qui s'appelle Nicolas Loire, qu'Alain m'a présenté, qui est un mec incroyablement doué. Et on a travaillé sur ça. Et puis aujourd'hui, vraiment, on a des moyens de travailler la couleur sur le tournage et après à l'étalonnage qui font que, par exemple, vous avez vu à la fois des faux et des vrais Rembrandt, en fait. Les portraits, il y a des copies mélangées à des vrais. Et on a pu les rapprocher. Et ça, franchement, ça fait la blague, non? On ne voit pas, quoi. Et donc... On a rendu les faux, d'ailleurs. Non? On a rendu les faux. Non, ils sont dans son corps. Voilà, c'est ça. Et ça me semble... On a trois magnifiques reproductions faites par d'excellents artistes incroyables, une femme incroyable, qui a mis un temps fou à nous créer donc ces trois répliques, et elles sont vraiment, vraiment impressionnantes. Elles ont même fait l'objet d'une expo de répliques, enfin c'est incroyable, le travail, c'est dingue. Et je vais donc, pour le prochain film, les revendre comme des vrais. Je pourrais financer ce qui a manqué à Pierre. Des comédiens aussi. Comment On va y venir. Attends, on va y venir, mais je voudrais juste dire un mot sur Kubrick. En fait, c'est venu dans une blague de dialogue, parce que pour moi, le couple dans Eyes Wide Shut, c'est vraiment un couple contemporain. C'est vraiment c'est intéressant ce qu'il fait avec ce couple. Et il est super bien filmé. Et puis après, je me dis, mais attends, mais c'est aussi Dr. Folamour. Il n'y a pas que 2001, il y a aussi Dr. Folamour qui se balade chez Kubrick. Donc, je trouve qu'il avait vu quand même pas mal de choses, en fait. Vous voyez, quand même, il y a un siècle entre Dr. Folamour et Trump. Hein. Mais on se pince, quoi. Sur les comédiens. Ouais, sur le casting Ils sont exceptionnels.